Bonjour, je suis Ron William, en partenariat avec l'Association suisse des techniciens de marché. Mon invité aujourd'hui est Robin Griffith. Nous chercherons à comprendre si c'est la fin du cycle actuel. Robin, bonjour et bienvenue. Vous avez 50 ans d'expérience et vous vous êtes récemment vu attribuer un prix d'excellence pour l'ensemble de vos réalisations aux États-Unis. Pourriez-vous nous parler de votre parcours et de vos réalisations un peu plus en détail ? D'accord. J'ai fini mes études à l'université en 1966. Après avoir obtenu mon diplôme en économie, je suis allée travailler directement à Philips et Drew. À l'époque, c'était le premier courtier de Londres. La société avait un excellent département de recherche. La plupart des recherches se focalisaient sur les ratios que l'on peut trouver dans le livre de Benjamin Graham intitulé Investisseurs intelligents. En fait, dans notre travail, nous devrions nous appuyer sur un ouvrage de 3 auteurs, Ben Graham, Dodd et Cottrell. Mon travail consistait à téléphoner aux investisseurs institutionnels pour obtenir des commandes. J'avais tendance à obtenir plus de commandes si un client achetait des actions et leur prix remontait par la suite. C'est à ce moment-là que nous avions compris que très souvent, ce n'étaient pas les actions les moins chères qui affichaient la meilleure performance, mais plutôt les actions les plus chères. En fait, les actions les moins chères étaient bon marché pour la simple raison qu'elles n'étaient pas très bonnes. Ainsi, nous avons partiellement rejeté les postulats de la recherche fondamentale. Nous avons commencé à étudier l'évolution des tendances lorsque les cours boursiers étaient en hausse. À cette époque, il n'y avait pas encore de système informatique que nous appelons aujourd'hui l'analyse technique. Cela signifie que nous ne pouvions pas suivre l'évolution des marchés sur nos écrans tous les jours comme c'est le cas aujourd'hui. La plupart des gens devaient tracer leur propre graphique à la main. Après l'arrivée des premiers ordinateurs, j'ai commencé à le faire sur l'ordinateur. Ma propre méthode consistait à créer des graphiques en utilisant l'analyse de régression. C'est donc l'analyse de régression qui m'a poussé vers l'analyse technique. Je me suis très rapidement rendu compte que cela faisait toute la différence. J'avais commencé par créer des lignes de régression, puis j'ai fini par comprendre que les données étaient cycliques. Je suis venu à la conclusion que les cycles économiques que j'avais étudiés à l'université correspondaient à ceux qui avaient été décrits par Joseph Schumpeter dans les années 30 du siècle dernier. J'ai consacré une grande partie de ma carrière à l'étude des cycles. J'ai supposé que si mes hypothèses sur les cycles économiques étaient correctes, je pouvais déterminer comment le marché boursier se comporterait par la suite. Cela m'a permis de créer un graphique représentant l'évolution future du paysage boursier. C'est ce dont je m'occupais au cours des 50 dernières années. Fantastique. Pourriez-vous nous parler de votre méthode? Maintenant, nous voyons une diapositive expliquant certains de ces aspects clés. Bien sûr. Bien que je me sois concentré sur l'analyse technique, j'ai toujours accordé de l'importance aux données fondamentales. Je peux dire que j'ai adopté une approche mixte. Cette approche a été complétée par des modèles d'évaluation quantitative. Ces modèles correspondent à ce que nous appelons les algorithmes de l'analyse technique. Cela ne signifie pas pour autant qu'il s'agisse d'une analyse technique à l'ancienne. En fait, je combine les 3 éléments sus-mentionnés, notamment l'économie, les données fondamentales, selon la méthode de Ben Graham et les modèles quantitatifs. Cela me permet d'avoir une vision plus large de la situation sur les marchés internationaux. L'une des questions clés que vous vous êtes posées lors de votre présentation à Genève était de savoir si nous assistions à la fin du cycle. Je voudrais vous poser la même question maintenant. Selon le schéma de Joseph Schumpeter, les cycles économiques peuvent avoir une durée différente. Il existe aussi une déviation saisonnière annuelle qui semble bien fonctionner. Le cycle suivant est censé durer 4 ans. Il semblerait qu'il n'ait pas encore commencé. Il se peut également qu'il ait été éclipsé par la politique d'assouplissement quantitatif et les taux d'intérêt négatifs. Fondamentalement, il est impossible d'avoir un marché haussier qui dure 8 ans dans le cadre d'un cycle de 4 ans. Pourtant, cela correspond plus ou moins à ce que nous avons observé. Certains cycles peuvent durer une décennie, voire plus longtemps. On les appelle les cycles à très long terme. Ces cycles, eux aussi, fonctionnent bien. Dans un proche avenir, nous allons découvrir si nous sommes au milieu d'un cycle de 10 ans. La 7e année de la décennie vient de s'écouler. Dans les circonstances actuelles, il est probable que nous verrons des fluctuations brusques et alarmantes du marché. Un déclin des marchés boursiers s'annonce facilement envisageable. Je tiens toutefois à préciser que ce n'est pas l'économie, mais le marché boursier qui subit un revers. Cela laisse entrevoir une chute inattendue des actions. Pour l'instant, nous pouvons constater que les actions américaines sont surévaluées. Le marché boursier américain a déjà traversé 2 crises majeures, la première fois en 1929 et puis en 2000 lors de l'éclatement de la bulle Internet. Dans les 2 cas, cela a entraîné des conséquences néfastes pour le prix des actions. Maintenant, nous voyons que les actions américaines se négocient à un prix très élevé. Cela les rend vulnérables. Nous pourrions voir une forte baisse.
Vous nous avez montré un graphique très détaillé expliquant les particularités de l'évolution du marché. Nous avons déjà enregistré des plus hauts records. Pourtant, certains points de préoccupation persistent. À quoi cela est-il imputable ? Cela s'explique par le fait que le cours de l'indice est pondéré par la capitalisation boursière. Par conséquent, quelques grandes entreprises peuvent dominer l'indice. Regardons le graphique. Cette ligne orange représente l'indice S&P 500. Vous pouvez voir qu'il progresse de façon presque linéaire, n'affichant aucune volatilité. En regardant ce graphique, vous avez l'impression que vous avez tout intérêt à investir dans le marché boursier américain. Néanmoins, si vous analysez la performance de chaque société faisant partie de l'indice représenté par cette ligne verte, vous verrez que le sommet a été atteint en 2014. Depuis lors, nous voyons clairement un marché baissier. C'est comme si vous patiniez sur une glace trop mince. 8 ou 9 sociétés telles que Facebook, Amazon, Google et Tesla créent l'illusion d'un marché haussier. Pourtant, si l'un de ces titres glisse, cela pourra pousser tout le marché vers le bas. À ce stade, nous sommes exposés au risque d'un revers majeur. La situation actuelle ressemble à celle que nous avons observée en 1987. Un grand marché haussier avait commencé en 1982 et a duré jusqu'en 2000. C'était une tendance à long terme. Puis, un jour d'octobre, le marché a connu une baisse vertigineuse de 25%. C'est exactement ce qui pourrait se produire cette année. Nous sommes vulnérables. Exactly that could happen now this year. We are vulnerable. Dans votre présentation, vous avez fait une analogie avec un bus à 2 étages. Oui, en Angleterre, surtout à Londres, les bus à impériales d'un rouge vif circulent tout le temps dans les rues. Il est difficile d'imaginer que quelqu'un puisse se faire écraser par ce genre d'autobus, car tout le monde le voit arriver. Par contre, nous devrions faire attention à une camionnette blanche qui vient d'une rue latérale. C'est effectivement ce que nous observons sur le marché boursier en ce moment. C'est dangereux. Parlons des méthodes faisant partie intégrante de l'approche que vous avez adoptée depuis plusieurs années. Que pourriez-vous recommander aux investisseurs en termes d'allocation d'actifs ? À l'heure actuelle, nous ferions mieux d'analyser les tendances non seulement des actions, mais aussi de toutes les autres classes d'actifs. Nous les classons par ordre décroissant. Fondamentalement, nous devrions investir dans les tendances les plus fortes qui sont observées sur les marchés chinois et indiens, ainsi que sur les marchés émergents, et ce, depuis un bon moment. Les marchés européens ont également figuré dans cette catégorie forte tout dernièrement. La ligne jaune sur ce graphique représente la performance de l'indice mondial. Si vous ne pouvez pas dépasser la performance de l'indice mondial, vous prenez des risques inutiles tout en obtenant un rendement moins important. Comme vous pouvez le remarquer, les marchés britanniques et américains affichent une performance inférieure à celle de l'indice mondial, bien qu'ils progressent. Cela signifie qu'ils n'augmentent pas assez rapidement pour être intéressants. Jetons un coup d'œil au marché britannique, représenté par la couleur bleue. D'accord. Et puis analysons l'indice mondial, représenté par la couleur jaune. D'accord. Commençons par les actions américaines qui sont dans le rose. Elles affichent la même performance que la monnaie unique. Un investisseur européen n'a aucune raison d'investir dans le marché américain. En revanche, il devrait diversifier son portefeuille en choisissant les marchés figurant dans la partie supérieure du tableau. Je recommande aux investisseurs d'augmenter leur exposition au marché asiatique. Qu'est-ce que cela signifie pour l'euro ? La parité euro-dollar est-elle dans la zone de surachat ? À court terme, l'euro est suracheté tandis que le dollar est survendu. La paire pourrait toutefois prendre la direction opposée. Ce n'est pas la tendance principale. La tendance clé est la baisse du dollar. L'ère du dollar en tant que principale monnaie du commerce mondial est actuellement derrière nous. La Chine préfère utiliser sa propre monnaie dans le commerce. Par exemple, elle achète du pétrole et du gaz russe en roubles. Nous nous dirigeons vers un monde totalement différent de celui que nous avons connu ces 40 ou 50 dernières années. Les marchés asiatiques ont toutes les chances de se retrouver dans une situation dominante. La bonne nouvelle pour nous est que beaucoup d'entreprises sur nos propres marchés sont bien positionnées pour réaliser des profits dans le futur dans un monde dominé par les marchés asiatiques. En regardant le graphique, que pouvez-vous dire sur les perspectives à long terme de la Chine et de l'Inde ? Le graphique nous montre l'évolution des marchés depuis 2000. Cette ligne verte, très volatile, représente le marché chinois. Ce marché a connu des hauts et des bas. Pourtant, il a enregistré une hausse d'environ 800%. La ligne rouge représente l'Inde. Elle est moins volatile.
Maintenant, il affiche une hausse d'environ 400%. La plus grande partie de cette progression s'est produite avant que Narendra Modi ne soit devenu Premier ministre. À ce stade, le marché indien s'est redynamisé. La croissance pourrait dépasser la barre des 400%. L'Inde pourrait devenir l'un des marchés les plus performants. En bas du graphique, nous avons le marché américain et le marché allemand, qui est l'un des marchés les plus dynamiques d'Europe. La croissance de ces deux marchés est assez lente. La ligne bleue au milieu du graphique représente le positionnement actuel des États-Unis. Dans la partie inférieure du graphique, nous voyons le Royaume-Uni. Au sommet, nous voyons la Chine qui a enregistré une hausse de près de 800%. Je ne sais pas si vous voyez la ligne qui est en dessous de la ligne rouge représentant l'Indonésie. Il s'agit de l'évolution de l'or. L'or a été un bon investissement ces derniers temps. La Chine veut que l'or fasse partie du panier de devises constituant les droits de tirage spéciaux à l'avenir. Il est logique de supposer que l'or devrait fortement progresser dans le futur. Regardons le graphique de l'or. À quel niveau pourrions-nous voir un retournement haussier? Cela pourrait se produire après que le niveau de 1383 $ l'once aura été cassé à la hausse. Maintenant, nous sommes en dessous de ce niveau. La cassure de ce niveau devrait stimuler une forte accélération des investissements dans l'or. Ma toute dernière question pour aujourd'hui concerne la nouvelle génération d'analystes techniques. Qu'est-ce que l'avenir réserve à cette industrie? Je pense qu'il sera très important d'étudier les cultures chinoises et indiennes. Ces deux pays sont susceptibles de devancer le reste du monde dans un avenir prévisible. Il sera donc crucial pour les analystes techniques d'accorder une grande importance à l'étude de ces cultures asiatiques. Il faudra les étudier profondément car ils sont très différents de la culture occidentale. Merci de vos commentaires, Robin. Cela a été un plaisir. Je suis Ron William, vice-président du département genevois de l'Association suisse des techniciens de marché en partenariat avec Dukascopy TV.